un des mathématiciens les plus réputés du monde, j'ai nommé l'énigmatique Nicolas Bourbaki. Cette photo date de septembre 1938. Les Bourbaki se sont réunis pour leur traditionnel congrès annuel. Au même moment, la crise des Sudètes éclate en Europe. Ils ne savent pas alors que ce congrès sera leur dernier avant la guerre. André Weil est en séjour de recherche à Helsinki. Il a emporté dans ses valises son travail mathématique et quelques blagues signées de la patte de Bourbaki. Le canular, lui aussi, voyage. Une façon de garder le groupe vivant, malgré la distance. Alors que les soviétiques bombardent la ville, la police finlandaise perquisitionne son appartement et tombe sur les étranges manuscrits. Il est soupçonné d'espionnage. La police met la main sur un premier document, rédigé dans une langue incompréhensible, le poldev. Les policiers finlandais soupçonnent un langage codé, mais c'est le second document saisi qui les interloque davantage. Une annonce de mariage. L'absurde de la situation échappe entièrement aux enquêteurs. Monsieur Nicolas Bourbaki, membre canonique de l'Académie royale de Poldévie, grand maître de l'ordre des compacts, conservateur des uniformes, lord protecteur des filtres, et madame née bi-univoque, ont l'honneur de vous faire part du mariage de leur fille Betty Bourbaki avec monsieur Hector Pétard, administrateur délégué de la Société des structures induites. André Weil est condamné à mort comme agent de l'étranger. Il ne doit sa grâce qu'au hasard providentiel. Un collègue mathématicien finlandais ayant eu vent de l'affaire intervient à temps pour le sauver. En 1940 paraît le premier tome des éléments de mathématiques. Les mathématiques demandent peu de moyens. Un stylo, un papier et du temps. Dans les pires conditions, dispersés entre le maquis, le front et la prison, les membres de Bourbaki n'ont pas abandonné leur grand rêve mathématique. Dans leur abondante correspondance, une formule revient, comme un leitmotiv. Bourbaki, pas mort. Les mathématiques seraient-elles un refuge particulier de l'esprit quand le monde s'effondre ? Quelles images mentales te viennent quand tes mathématiques marchent ou ne marchent pas ? Je pense comme des images, je ne sais pas, mais des émotions aussi fortes que la joie ou l'anxiété. Quand tu bloques en maths, par exemple, est-ce que tu as des stratégies mentales, physiques, etc. pour sortir des blocages en maths ? Je m'endors. Quelque chose qui marche bien, c'est juste penser à autre chose. Je sais pas, sortir, se balader ou juste dormir. Et après revenir dessus et tout de suite, c'est beaucoup plus éclairant. Mais ça m'est arrivé même récemment sur une erreur, en fait, un oubli dans un article, de vraiment passer 1 mois, 2 mois et tous les jours sur cette question. Et bah oui, ça fait partie du jeu, de bloquer, de complètement sécher. Presque toutes les fois qu'il m'est arrivé de trouver une chose intéressante, ce n'est pas je ne l'avais pas cherché. Je cherchais quelque chose et je trouvais autre chose d'imprévu. Je crois que dans le processus de la découverte, il y a beaucoup de levée d'inhibition et de mise en rapport de 2 ou 3 faisceaux d'idées qui autrefois étaient restés séparés. Le temps de la découverte est vraiment très bref et que la plus grande partie du temps est occupée à mettre en ordre des idées qui souvent ont été trouvées dans un temps très bref. Il y a des éclairs. On a beaucoup l'impression qu'un mathématicien va s'asseoir à son bureau, va réfléchir très fort à sa preuve et d'un coup il va se mettre à écrire et la preuve elle va s'écrire comme ça, au fur et à mesure, ligne par ligne. Et en fait, ce qui m'a vraiment marqué, c'est qu'en fait ça se passe pas du tout comme ça dans la réalité.
C'est un processus qui est vraiment extrêmement itératif, au sens où il va y avoir d'abord une grande idée de la preuve, puis ensuite cette idée elle va être modifiée, travaillée, détaillée à certains moments. Moi, je me compare souvent à un cordonnier. C'est-à-dire, quand je disais tous les jours une question, tous les jours, je répare une chaussure. Tous les jours, j'ai mes fils, mes outils, une chaussure à réparer. On veut réparer des théorèmes, on veut les rendre plus beaux, on veut les lisser, on veut les cirer, on veut corriger des petits défauts dans les fils. Ce qui compte, c'est le mot faire. C'est pas tant le mot savoir que le mot faire. Lorsque la guerre s'achève, la révolution Bourbaki peut enfin prendre un peu partout sur la planète. C'est l'âge d'or du structuralisme, cette grande ambition intellectuelle qui traverse toutes les disciplines, de l'anthropologie à la littérature, et qui cherche, derrière la diversité des phénomènes, des structures profondes et universelles. Le projet Bourbaki en est l'incarnation mathématique la plus radicale. Enfant, Jean Dieudonné était déjà passionné par les structures et ses classifications. Il explique l'ardeur avec laquelle il s'est plongé dans le projet Bourbaki par sa passion de toujours pour les dictionnaires, les encyclopédies et les histoires universelles en tout genre. Une passion pour les livres qui rassemblent et organisent le savoir du monde. L'objectif de Bourbaki n'est pas tant de découvrir de nouveaux théorèmes que de refonder les bases mêmes des mathématiques, d'en cartographier le territoire et d'en forger une langue commune. Et pourquoi c'est un projet aussi fort, aussi ambitieux de créer la mathématique ? Concrètement, ça veut dire quoi ? C'était une ambition énorme et probablement nouvelle à cette époque, d'essayer d'écrire un traité qui développe des mathématiques très variées. Oui, avec vraiment le souci de pouvoir s'adresser à toutes et tous. C'est vrai que les outils mathématiques prennent du temps à être apprivoisés et que chaque branche des mathématiques a ses outils préférés qui nécessitent de la concentration. Parfois, quand on travaille dans une branche spécifique, c'est difficile de se tenir au courant de ce qui se fait dans le reste des mathématiques. Pour unifier les mathématiques et leurs diverses branches, il faut une théorie à la fois simple et suffisamment riche pour en exprimer le noyau commun. Cette langue fondamentale, Bourbaki la trouve dans la théorie des ensembles. Un des autres éléments importants pour comprendre Bourbaki, c'est la théorie des ensembles. J'ai l'impression qu'à la fois, donc c'est un objet très simple, les ensembles, mais personne n'arrive à le définir. Est-ce que toi, tu pourrais nous expliquer ce que c'est qu'un ensemble ? Alors, je suis absolument pas qualifié pour expliquer vraiment ce que c'est un ensemble. Et alors, un ensemble, c'est quoi ? Un ensemble, c'est n'importe quoi. C'est censé être une collection d'objets. Toute collection avec des objets est censée être un ensemble. Je vais peut-être réfléchir un petit peu avant. Même avec des exemples concrets, si tu peux faire des... Un ensemble, il a la propriété de... Non, c'est pas bien de le dire comme ça aussi. Les ensembles ont fourni un langage commun pour, en quelque sorte, toutes les mathématiques du début du XXe siècle. On peut dire qu'elles ont été, aux mathématiques du début du XXe siècle, ce que les atomes ont été pour la physique. En physique, tout est fait d'atomes, si je puis dire, pas tout, mais presque. Et en mathématiques, au début du XXe siècle, tout était fait d'ensemble. Et ça va même un peu plus loin. Il y avait cette idée que tout était un ensemble. Donc c'était vraiment une langue commune pour parler de tous les objets mathématiques. Et donc un fondement qu'on a espéré universel pour les mathématiques. Le mot « ensemble » est quasiment ce qui va donner du sens au mot « chose » ou « truc » ou « machin ». C'est pas vraiment une structure, mais ça va être l'objet de base où, j'ai envie de dire, c'est un truc avec des machins dedans. Ce qui frappe quand on ouvre un livre de Bourbaki, c'est à la fois
l'extrême sécheresse de l'écriture, au sens où rien n'est motivé, rien n'est enjolivé, il n'y a pas de décoration, et une attention extrême au style. Une langue soignée, beaucoup de choix esthétiques clairs, oui, et une forme de beauté. Peut-être on peut dire comme la beauté du diamant. Et j'ai envie de faire un parallèle avec les grandes œuvres, dire par exemple la Bible, même les œuvres de Grothendieck en maths, Bourbaki, Lacan, Marx, c'est ces gros blocs, ces textes énormes où les gens qui ne l'ont pas lu ne l'aiment pas. La façon dont Bourbaki a travaillé a changé au XXe siècle la façon dont on écrit les mathématiques. On n'écrit plus les mathématiques maintenant que comme il y a 100 ans, et Bourbaki a beaucoup participé à ce mouvement-là. Un passage du livre sur les groupes et algèbres de Lie, chapitre 5, paragraphe 1, numéro 4. Murs et faces. Définition 3. Soit C une chambre de E. On appelle face de C toute facette contenue dans l'adhérence de C et dont le support est un hyperplan. On appelle mur de C tout hyperplan qui est le support d'une face de C. Alors, tout mur de C appartient à H. La proposition 4 montre qu'un hyperplan L dans H est un mur de C si et seulement si l'on a C qui est différent de D indice H privé de L de C. Je suis plutôt quelqu'un qui a tendance à croire qu'il comprend, et je trouve que c'est pas une mauvaise posture, parce qu'en général c'est là où déjà on prend plus de plaisir, et on va peut-être faussement comprendre plus de choses, mais c'est pas très grave, c'est-à-dire qu'on se met dans le bain et on comprend à peu près ce qui se passe. Il faut écouter la musique.